toutes. Bon, on va pas se mentir, les nouvelles sont pas tip-top super pour notre système démocratique. Nous sommes en train de glisser vers une société de contrôle et ce que mijote le gouvernement, c'est pas tip-top parce que vous comprenez, c'est la crise. Alors, tremblez français, le variant Omicron arrive. Au début, on avait un président qui disait ça, le tweet va s'afficher à l'écran, je le cite. Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale. Maintenant, c'est passe vaccinal et puis c'est tout. Obligé plutôt que discuter, forcer plutôt que convaincre. Voilà avec le pass vaccinal dans l'entreprise, un bel exemple de la méthode Macron, qu'on pourrait aussi résumer de la manière suivante, un peu plus ramassée. Tu la fermes et tu bosses, et si t'es pas content, pouc, tu n'as plus de vie sociale. Quand ça va, David? Ça va très bien. Bon, tu vas nous parler du pass vaccinal? Oui, bonjour à tous et à toutes. Bon, on va pas se mentir, les nouvelles sont pas tip-top super pour notre système démocratique. Nous sommes en train de glisser vers une société de contrôle et ce que mijote le gouvernement, c'est pas tip-top parce que vous comprenez, c'est la crise. Alors, tremblez français, le variant Omicron arrive. Il y a une forme de régularité qui se dessine du côté du gouvernement et qui consiste à dire la chose suivante. C'est la merde, et on n'a rien prévu d'autre que de réduire les libertés collectives pour affronter l'épidémie. Le schéma commence à être bien rodé, ça tient en 3 mots d'ailleurs, crise, peur, autoritarisme. Mais pourquoi vous inquiéter ? Après tout, nous sommes en République. Notre président est élu démocratiquement, Nadia. Je vous vois tout de suite rouspéter. Pour faire barrage à l'extrême droite, bien évidemment. Je vois que David. tu rouspètes, que tu t'agites, alors que, vous le savez, en France, c'est la démocratie. Regardez, je vous donne la preuve avec quelques exemples. Les décisions sont prises au sein de l'exécutif de manière collégiale. Bon, d'accord, dans un conseil de défense, tenu au secret défense, où le président est maître de tout, il peut inviter tel médecin qu'il veut, telle personne, il peut même inviter son oncle, s'il veut, mais là, je trouve que vous chipotez. Autre exemple, alors. L'opposition est consultée. Enfin, seulement pendant les périodes de pic épidémique, pour lui demander de dire oui à tout ce que fait le gouvernement, parce qu'en période de reflux de l'épidémie, on va quand même pas non plus perdre du temps à écouter les propositions de l'opposition. Bon, vous avez compris ? Vous êtes convaincus ? Oui, non ? Non ? Bon, de toute façon, le gouvernement s'en fout, donc c'est pas grave. Il préfère tourner en rond depuis 2 ans avec la même méthode, la preuve en vidéo très récente. Bonsoir, je vous retrouve pour une seconde fois dans cette journée, ce qui me permet d'abord de vous faire un point actualisé sur la situation sanitaire que nous connaissons dans notre pays. Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays, ce qui correspond à une hausse de l'ordre de 15% par rapport au lundi précédent. Alors, c'est marrant. J'ai comme un sentiment de déjà-vu avec ces annonces, déjà curieuse impression d'avoir déjà vécu cette scène. Je crois que c'était avec la 2e vague, et puis je crois que c'était un peu pareil avec la 3e vague, puis il y a eu la vague Delta, maintenant il y a la vague Omicron. C'est fort possible, Nadia, qu'avec des gens comme ça aux manettes, on puisse imaginer assez facilement la France en 2073. Allez, je vous fais la reconstitution d'un discours présidentiel. On y va, hop, main croisée, tu te souviens ? Bibliothèque, fond vert, bibliothèque, s'il vous plaît. Alors, on y va. Mes chers compatriotes, nous affrontons aujourd'hui la 948e vague de Covid avec un variant zériton extrêmement virulent. Et nous allons devoir prendre des mesures fortes face à l'urgence. Il faut que je regarde là, pour la caméra. Oui, c'est ça. Afin de limiter la diffusion du virus, il est extrêmement important que chacun d'entre nous reste mobilisé et demeure vigilant. Il y a urgence. Nous devons tout faire pour arrêter cette nouvelle vague épidémique. C'est pourquoi tout échange téléphonique doit désormais faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture. Seules les voitures avec une plaque d'immatriculation contenant au minimum les lettres A, J et M, plus le chiffre 78, sont autorisées à rouler lors des jours impairs et de pleine lune. Les contacts amoureux et affectifs sont bien évidemment toujours autorisés, à condition qu'il soit effectué avec une distance de 8,75 m et le port du masque sur les orteils reste obligatoire pour les individus munis de claquettes chaussettes circulant à l'air libre. Voilà, bon,
on n'est pas encore là, hein, mais on commence quand même à sombrer dans le grand n'importe quoi. Et il y a eu une dernière trouvaille en date du gouvernement, c'est le pass vaccinal en entreprise. Une mesure qui a le don de dresser contre le gouvernement à la fois les syndicats de salariés et l'organisation patronale du MEDEF, mais c'est peut-être ça au fond, l'unité nationale que recherche Macron. Et tant pis si au passage, le gouvernement construit une politique sanitaire sur une petite pyramide de mensonges et de promesses rompues qui ferait pâlir de jalousie l'Égypte antique. Et oui, parce que le pass vaccinal en entreprise, Nadia, quand on m'en a parlé, moi j'ai tout de suite pensé à notre cher ministre du Travail qui déclarait quelque chose de curieux il y a presque un an, jour pour jour, c'était le 26 décembre 2020. Écoutez plutôt Elisabeth Borne. Ça va être très clair, hein. Ça n'est pas au travail qu'on se contamine. Ensuite, on veut encourager le télétravail. Je le dis parce que, comme je l'ai indiqué, il y a un protocole national en entreprise qui impose des règles très strictes. Moi, je rappelle que dès le 1er septembre... À vous d'entendre, on ne se contamine ni dans les transports, ni au travail. On se contamine que chez soi. Et en même temps, on nous dit de rester chez soi. Donc, c'est vrai qu'on ne comprend plus trop quand on entend ça. C'est bien au travail qu'il y a quand même un risque de contamination. Non, moi, je ne peux pas laisser dire ça. Le protocole national en entreprise, il est très strict. Depuis le 1er septembre, dès le 1er septembre, on avait imposé le port du masque quand vous êtes dans un espace de travail partagé. Et franchement, il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail. Tiens. Fact-checking ou pas? Alors comme ça, on se contamine au travail finalement. Bande de cachetiers, vous nous aviez caché ça. Hein. Faites attention, hein, parce qu'encore un peu, on va finir par croire que vous vous contaminez aussi dans les transports en commun, comme le RERB. Oh, je rigole. Mais imaginez juste si c'est le cas. D'ailleurs, en 2020, il s'en est passé des choses, hein, comme la suppression des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un lieu qu'on pourrait qualifier de utile, puisque des gens renseignés sur les conditions sanitaires dans l'entreprise pouvaient échanger, discuter, donner des conseils ou des marches à suivre sur la meilleure manière, juste par exemple, je ne sais pas, d'affronter une épidémie, par exemple. Et on a beau demander leur rétablissement, c'était peine perdue. On a donc un gouvernement qui a réussi l'exploit de supprimer une instance utile à la riposte sanitaire et de proposer juste après un pass sanitaire en entreprise. Voilà. Obliger plutôt que discuter, forcer plutôt que convaincre. Voilà, avec le pass vaccinal dans l'entreprise, un bel exemple de la méthode Macron qu'on pourrait aussi résumer de la manière suivante, un peu plus ramassée. Tu la fermes et tu bosses, et si t'es pas content, pouc, tu n'as plus de vie sociale. Oui, vous aurez remarqué que je parle désormais de passe vaccinal et de fait d'obligation vaccinale, parce que ça aussi, c'est dans les cartons du gouvernement. Regardez donc notre ministre de la Santé assumer cela tranquillement chez nos confrères de Brut. Question qui est revenue aussi, quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Et oui, parce que là aussi, en fait, il y a un changement de plan, les copains. En fait, au début, on avait un président qui disait ça, hein, le tweet va s'afficher à l'écran, je le cite. « Je l'ai dit, je le répète, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ayons confiance en nos chercheurs et médecins. Nous sommes le pays des Lumières et de Pasteur. La raison et la science doivent nous guider. » Et maintenant... non, en fait, Pasteur, la raison, la science, on s'en fout, le pays des Lumières, on l'éteint, maintenant c'est passe vaccinal, et puis c'est tout. Et ce qui est terrible dans ce genre de comportement, c'est que ceux qui sont censés nous piloter ne se rendent même pas compte des dégâts qu'ils créent. Parce que honnêtement, pour quelqu'un comme moi, qui refuse la société de contrôle, mais qui invite les gens à se faire vacciner, vous voulez que je réponde quoi à quelqu'un qui me dit la chose suivante: je ne veux pas suivre les ordres de gens qui me gouvernent parce qu'ils me mentent et j'ai plus confiance en eux. C'est compliqué de leur donner tort, en fait, sur ce constat, mais ça, le gouvernement s'en moque parce qu'il imagine que tout le monde est à sa botte, et c'est ça qui me désespère personnellement. Les gens ont besoin de cohérence. Et oui. Mais bon, ça me désespère, mais quand je vais mal, je pense à la présidente de la commission des lois, qui va probablement moins bien que moi. C'est la députée Yaël Braun-Pivet qui affirmait la main sur le cœur le 13 mai 2021 sur France 5. Je vous la cite: « J'ai tenu à inscrire noir sur blanc dans la loi qu'un restaurant, un cinéma ou un théâtre ne pourra pas exiger le pass sanitaire. C'est une question de liberté publique. Le Parlement est extrêmement vigilant. » Alors voilà, c'est bête, mais je pense à elle, cette membre sûrement dévouée de la Macronie, qui exerce sûrement son mandat en pensant bien faire. Elle qui n'est pas d'accord avec moi sur tout, mais qui se bat pour des combats communs, qui me semblent justes parce qu'on parle de liberté publique. Et elle, cette députée LREM, doit aussi se sentir mal d'avoir été trahie et démentie aussi profondément.
Bah non, je rigole. Je vous rassure, elle s'en fout, elle aussi. Début novembre, elle avait déjà avalé la couleuvre en nous expliquant qu'il y avait, par exemple, je la cite, une logique à lier la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 au pass sanitaire. Pass sanitaire qui, depuis plusieurs mois d'ailleurs, est déjà élargi à absolument toutes les sphères des activités sociales. C'est limite si elle ne va pas nous sortir des spots de pub prochainement, du style « Vous souhaitez trahir une de vos promesses ?» Dites Macron au 6-12-12. En tout cas, ça donne des idées si, par malheur, elle n'était pas réélue aux prochaines élections législatives. Mais attendez, il y a d'autres champions dans l'histoire. Je reviens sur notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran, qui a lui aussi la promesse facile. Regardez plutôt. Dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. Mais la donne va changer puisque, à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. Et ben voilà, on est sauvés les amis. On va enfin avoir un nouveau médicament contre le Covid parce que oui, le vaccin est une arme, mais ça ne peut pas être la seule arme contre le virus. Donc ce médicament miracle va nous tirer hors d'affaire. Enfin, après 2 ans de crise et d'épidémie, on voit le bout du tunnel. Et ça fait du bien. Le ministre nous l'a dit, ce n'est qu'une question de temps. Il devrait arriver très bientôt, début décembre. On est le combien ? 22. Le 22 décembre. Ouais. Ah, il a dû se passer un truc alors, bah oui. On se prépare pour les fêtes. Et oui, bien sûr qu'il s'est passé un truc. C'est que le médicament, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout, validé. Regardez ce que dit Libération récemment. Le molnupiravir, je crois que ça s'appelait. C'est ce médicament. On peut désormais l'appeler ce petit ange parti trop tôt. Et ben c'est finito. Le molnupiravir, au mois de décembre, on n'en verra pas la couleur, en tout cas pas d'ici le mois de décembre. C'est encore une occasion gâchée, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire pour surmonter les pics épidémiques. Alors, c'est pas populaire là-haut, hein, mais on pourrait peut-être même affronter cette crise de manière solidaire et fraternelle. Je vous donne quelques exemples. On pourrait, par exemple, rétablir les CHSCT pour permettre d'avoir un vrai dialogue social dans l'entreprise, plutôt que de transformer les patrons en policiers. On pourrait aussi reprendre le contrôle de nos vies en faisant enfin le pôle public du médicament, dont le ministre de l'économie lui-même avait parlé au tout début de l'épidémie, qui ferait passer juste sous contrôle public la production de médicaments et de vaccins. Et on pourrait même rêver d'investir massivement dans la recherche d'un médicament français. Je rappelle que pour trouver le vaccin, les Américains avaient mis plusieurs milliards quand même de dollars dans la recherche publique. Et pour ceux qui, comme moi, invitent à la vaccination, on pourrait aussi quand même proposer d'arrêter l'égoïsme des pays riches qui préfèrent en ce moment vacciner des gamins de 7 ans plutôt que d'aider les pays pauvres à vacciner leur population et donc à freiner à l'international la propagation du virus. Ou encore, on peut encore rêver, lever la production des brevets sur les vaccins pour pouvoir aider dans leur production. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que le fait d'affronter cette épidémie et beaucoup de propositions ne soit pas juste quelque chose de triste, mais aussi quelque chose où on pourrait faire vivre la solidarité. Parce que quand on a une pandémie, je crois qu'il n'y a que la solidarité internationale qui peut nous tirer hors de cette situation. Merci David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France Insoumise. Oui, pourquoi pas une consultation ? Il ne faut pas non plus être trop exigeant avec le gouvernement. Mais laisse-moi être ambitieuse. Oui, mais pas trop, parce que tu vois, en fait, c'est pas dans leur culture. Ouais. Ces gens de toute façon, depuis les Gilets jaunes, mais même avant, on a l'impression qu'ils se considèrent comme ce qu'on appelle un peu le syndrome de la forteresse assiégée. C'est ce qu'on reprochait au stalinisme, en fait, à l'époque, c'est d'avoir un personnel politique qui, à chaque fois qu'il y a une proposition, à chaque fois qu'il y a un débat, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'alternatif, pense qu'on dit ça pour l'attaquer. En fait, pour lui nuire à lui. Et depuis les Gilets jaunes, c'est un peu ça, en fait. C'est tout ce qui est entrepris, c'est l'ennemi, quoi. C'est la menace. Et en fait, dans un système démocratique, tu es censé prendre en compte ce que peuvent dire tes oppositions. Parce que tes oppositions politiques, elles ont des points de vue qui parfois sont utiles. Même la droite, ça peut arriver, la droite est implantée dans certains milieux sociaux. Et donc, des fois, elle relaie des choses de certains milieux sociaux avec lesquels on n'est pas d'accord, parfois, mais qui existent, quoi. Je veux dire, voilà, ils sont rattachés à certains milieux patronaux ou autres. Ça peut arriver de se dire, bon, bah, si même eux, ils relaient les préoccupations du patronat, qui dit qu'ils n'ont pas très envie de devenir des policiers dans l'entreprise, bah, peut-être que ça s'entend. Mais non, c'est toujours, selon la Macronie, de la politique politicienne, de l'affaiblissement du président, de l'affaiblissement du système démocratique pour profiter de la crise, etc. Et en fait, ils ne pensent pas qu'on est juste des gens honnêtes et sincères dans notre démarche, quoi. Bon, on doit encore tenir quoi, 5 mois ? Ah, mais moi je vois pas le... Est-ce que tu tiens bon ? Tu pourras tenir bon ? Mais moi, en fait, j'ai très peur. Honnêtement, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'un jour, il y a parce qu'à force de se diffuser dans le monde, un jour, on se tape un variant qui soit résistant au vaccin. Et alors là, c'est retour à la case départ, quoi.
Et moi, c'est ça qui m'effraie, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas vacciné le monde entier, déjà, il y a quelque chose de simple, c'est que le virus continuera à se diffuser, à avoir des variants. Mais il peut aussi arriver, il ne faut pas mentir aux gens, qu'il y ait un jour un variant, même si là, c'est un peu la politique du pire, mais je pense que c'est utile pour se projeter dans le futur, un variant qui soit résistant ou plus résistant au vaccin. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir que le vaccin. Et ce qui a été fait depuis le début par le gouvernement, je ne sais pas si tu te souviens, mais pendant 2 ans, on nous a dit il n'y a que le vaccin qui va nous sortir de la crise. Et donc, on n'a pas investi massivement, parce que c'est de la production, en fait, c'est de la recherche. Mais quand on ne met pas, comme les Américains, des milliards d'euros ou de dollars dans la recherche, par exemple, sur un médicament, eh ben, on se retrouve avec des recherches qui boitent. Alors, ça ne veut pas dire qu'en mettant 2 milliards, 2 milliards d'euros dans la recherche d'un médicament, automatiquement, on va trouver un médicament. Mais au moins, on s'assure que le taf est bien fait et que tous les efforts sont mis dans cette recherche-là. Parce qu'il n'y a pas que le vaccin, il n'y aura pas que ça. Là, aujourd'hui, il y a des urgences qui sont saturées parce qu'il y a des gens non vaccinés, c'est vrai, parce que le fait de ne pas avoir le vaccin augmente le risque de formes graves. Mais il y a de toute façon, dans les vaccins, pas 100% d'efficacité. Et c'est pas ce qu'il faut attendre d'un vaccin, par ailleurs. Enfin, je veux dire, 95% d'efficacité, c'est bien, mais 5% sur 66 millions de personnes, bah, ça fait déjà des urgences qui sont saturées, parce qu'on a un seuil de tolérance. On a tellement peu de médecins, l'hôpital public est tellement délabré que le seuil de tolérance, il est très très bas. Et c'est aussi ça qui nous met dans la mouise, quoi. Donc là, c'est dur. Oui, c'est pas. Mais bon, il y a urgence, il faut simple. accepter tout ce qu'on nous dit de faire. Voilà, à chaque fois, on nous dit la même chose. Il y a urgence, arrêtez de réfléchir. Ouais, c'est ce que tu dis justement, c'est qu'on a présenté le vaccin comme la solution. Et le fait qu'on exige des vaccinés aussi qui passent des tests PCR et antigéniques pour certains déplacements, etc. Donc ça ajoute, tu vois, à la confusion, à une incohérence, tu vois, dans des décisions qui sont prises. Et donc sur les tests, c'est ce qui se passe est la chose la plus bête au monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont le plus besoin de se faire tester, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est payant pour eux. Tandis que les gens qui ont moins besoin de se faire tester parce qu'ils ont moins de risques, parce qu'ils sont vaccinés, c'est gratuit. Rien que ça, c'est débile. Je veux dire, Enfin, c'est pour encourager à la vaccination, parce que franchement, payer 25 € à... Oui, mais d'accord, c'est pour encourager la vaccination. Mais c'est débile ce qui se passe en ce moment, parce qu'en ce moment, on a besoin de savoir qui a le virus ou pas. Enfin, je veux dire, il y a peut-être en période de reflux, on peut discuter, mais là, quand le variant Omicron est arrivé, le nombre de tests avait chuté dramatiquement, parce que c'est payant. Donc les gens qui ont le plus intérêt à le faire, ils vont pas se dire je vais pas me faire tester tous les 2 jours, c'est pas normal. La personne va faire ça à 25 ou 40 € le test, ça n'existe pas en fait, à part les gens très très riches, mais ça c'est une infime minorité de gens. Donc c'est le genre d'exemple de débilité du fait de se dire qu'il faut absolument contraindre les gens. Et pareil sur la vaccination, moi j'ai vu les courbes, on en avait déjà parlé, mais après le discours de Macron, la vaccination pendant 15 jours, bon, ça double pendant 15 jours. Mais les gens n'avaient pas arrêté de se faire vacciner. En fait, rien ne dit qu'une campagne d'information, de sensibilisation aurait marché. Et j'étais je crois que c'était sur LCI avant-hier, où en fait j'étais en face de notamment Mathias Vargon ou autres, qui sont des gens qui reconnaissaient une chose, c'est que j'avais dit par exemple, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voulu ouvrir un débat sur les effets secondaires du vaccin, parce qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent de ça. Et moi, j'en ai vu, ça ne sert à rien de faire dans l'alarmisme, mais il y a des effets secondaires qui ne sont pas toujours très graves, mais juste en fait, vu que les gens ils ont peur d'avoir des effets secondaires, pourquoi on n'a pas reconnu qu'il y en avait quelques-uns, tout en disant que ce n'était pas forcément la panique totale, mais on n'a pas reconnu ça, parce que moi je voyais plein de gens qui ne voulaient pas y aller, parce qu'ils avaient peur de ça, et qui ne savaient pas vers qui se tourner en fait. Moi, les gens de mon âge, je sais que par exemple pour les personnes un peu plus âgées qui peuvent avoir peur des effets secondaires, le médecin traitant peut aider, peut avoir la discussion. Mais moi par exemple les gens de mon âge, ils ne voient pas souvent leur médecin traitant, en fait. Donc, en fait, ils n'ont pas cette discussion sur les effets secondaires. Et on est là. Et le gouvernement n'a jamais fait une campagne de sensibilisation pour dire, voilà, il y a tel ou tel effet qui peuvent venir. Il faut contacter telle ou telle personne si ça vous arrive. Vous serez peut-être dédommagé. Voilà, si vous avez des éruptions cutanées, on va vous aider à payer le traitement. Enfin, des choses bêtes, mais ça aide. Ça rassure de se dire que même s'il y a une petite galère, on est ensemble, quoi. Voilà, on est derrière vous, on vous aide, on vous prend en charge et on vous aide même à payer financièrement. C'est pas très grave. Des éruptions cutanées, ça peut être une pommade, ça peut durer 3 jours, 2 semaines. Mais c'est lourd, quoi, dans la vie des gens. Et vu que ça a existé, moi, j'avais des gens qui me disaient, j'ai peur, notamment les femmes. Parce qu'il y a eu la question des interruptions de règles. Et c'est souvent des interruptions de règles qui ne sont pas très graves, c'est temporaire.
Mais les femmes qui ont un rapport à la fertilité qui est différent des hommes, par exemple, elles se disent, mais voilà, moi je fais attention. J'ai des amis, ils voulaient, par exemple, moi j'ai des gens qui veulent avoir un enfant, qui ont peur, et c'est pas irrationnel en fait, c'est pas débile d'avoir un petit peu peur. Ouais, voilà. Et dans ce cas-là, si tu leur dis c'est obligé et puis c'est comme ça, eux ils veulent avoir un enfant, donc en fait le calcul dans leur tête il est déjà fait. Ils sont pas convaincus, ils préfèrent avoir un enfant et donc pas de vie sociale pendant quelques temps que de prendre ce risque, selon eux, ce qui est ce risque. Et en fait, moi, je suis sûr qu'en discutant avec ce type de public, on aurait pu arriver beaucoup plus vite à ce que les gens se vaccinent plus vite, en fait. Plutôt que de dire, on vous contraint, alors il y a un pic à chaque fois de vaccination, puis ça redescend, puis ça revient, puis ça redescend. Parce que les gens, ils ne sont pas convaincus de la démarche. Donc, vu qu'il faut faire des rappels tous les ans, a priori, tous les ans, on va avoir ce même problème. Merci David. N'hésitez pas à réagir en commentaire de cette vidéo, participer au débat et enrichissez-le, comme vous avez l'habitude de le faire. On vous remercie aussi beaucoup pour d'animer ce forum et de poursuivre les échanges sur les réseaux sociaux.